Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Leroux, journaliste à Moulireti, avocat, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite dans l'actualité économique, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale a présenté son bilan d'activité, un marché auquel ont de plus en plus recours les pays de la sous-région, en cause la chute des cours des matières premières. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Depuis la chute des cours du pétrole, les pays producteurs et exportateurs connaissent une conjoncture économique défavorable. C'est la raison pour laquelle plusieurs États tels que le Gabon, le Cameroun ou encore le Congo mobilisent les fonds sur le marché financier pour leurs différents projets de développement. Dans cette optique, la COSUMAF, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, a présenté le 5 décembre 2016 à Libreville les évolutions du marché financier de l'Afrique centrale afin que les pays aient une meilleure lecture de la situation. Le marché financier est en forte, on va dire, en forte mobilisation, pour ne pas dire en forte croissance. Et il est présent. Nous avons actuellement plus de 600 milliards de mobilisés depuis la création, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque ça veut dire quelque part que nos économies ressentent la nécessité de venir mobiliser les fonds sur le marché afin de financer les projets divers qui existent. Au Gabon, la situation économique délétère a été accentuée par la dynamique post-électorale qui a suivi l'élection présidentielle du 27 août 2016. Aujourd'hui, le pays multiplie les stratégies pour rapidement se relever. Nous sommes aujourd'hui en conjoncture économique défavorable et les États ont besoin de financer leur développement. Dans ce cadre-là, pour un certain nombre d'États, ils ont à recourir au marché financier pour se financer. Vous savez que l'État congolais est en train de préparer un emprunt obligataire à hauteur de 150 milliards de francs CFA. L'État gabonais, dans le même sens, l'année prochaine, réalisera un emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, ce qui montre que la liquidité du marché sert au financement du développement de ces États-là. Le baril du pétrole s'échange actuellement à moins de 50 $ américains sur le marché mondial contre 150 en 2014. Pour mieux faire face à cette réalité, le Gabon a levé les fonds pour plus de 90 milliards de francs CFA en juin 2016, selon M. Tung. D'après les spécialistes, les pays producteurs de pétrole connaîtront une légère embellie de leur économie en 2017. Jean-Marie, si les pays d'Afrique centrale ont de plus en plus recours à ce marché financier, qu'est-ce que cela implique ? Déjà, je commencerai par souligner un problème qui est important en Afrique, c'est-à-dire que vous avez des banques qui sont en surliquidité et vous n'avez pas de prêts qui soient faits au système productif. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un organisme d'État comme la BEAC, en fonction de la politique monétaire qui est mise en place, en accord avec la Banque de France, vous êtes incapable de pouvoir, c'est-à-dire comment voulez-vous que vous avez un instrument, un outil de financement qui peut être en Afrique centrale, et au sein de l'UMOA, vous avez ces banques centrales qui sont en surliquidité. Comment se fait-il que les États soient obligés maintenant de passer par les marchés financiers alors qu'il y a des capacités de financement qui dorment, si vous voulez, dans des banques centrales? Et à partir de là, je trouve que le système est déjà vicié. Parce qu'on nous tire vers quoi? On nous tire vers le capitalisme à tout va, à ciel ouvert, sans pouvoir réfléchir, sans se poser la question que les États africains se posent la question que la voie que nous prenons là, est-ce que cette voie-là, c'est la voie la plus efficiente, c'est-à-dire pour que nous atteignons l'efficacité économique que nous recherchons. Donc, quand vous avez évidemment, on a besoin de financement privé. L'État ne doit pas exclusivement, c'est-à-dire moi je dis que c'est le malheur pour nous les États africains. Je dis toujours que tous les États dans le monde entier ont besoin d'avoir un État stratégique pour pouvoir se développer. Mais chez nous, on nous pousse tous, si vous voulez, vers la financiarisation internationale, aller servir les banques, aller faire ce qu'il faut. C'est bien beau, c'est un outil, un instrument qui va servir. Mais de mon point de vue, si l'État va continuer à s'endetter au départ, alors qu'à la base, l'État peut s'endetter dès l'instant qu'on va sur des investissements productifs. Mais que le taux d'intérêt qui est payé là-dessus soit un taux d'intérêt inférieur. Je peux vous prendre... Oui, explique-nous pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce recours au marché financier? Le recours au marché financier, c'est que ça prend, si vous voulez, dès l'instant, sur le marché international, dès l'instant que vous avez prêté de l'argent, vous avez des agences internationales, vous avez Standard & Poor's, vous avez Moody's, vous avez toutes ces agences-là qui notent des économies. Donc ça veut dire que dès l'instant que ces gens-là émettent un avis sur l'état de votre économie, les taux d'intérêt montent en flèche. L'Afrique a souffert d'une chose, c'est-à-dire dans les années
1980, nous en parlions ici, là, a souffert d'une chose, c'est-à-dire les politiques du FMI et de la Banque mondiale dans nos économies africaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Les plans d'ajustement structurel, ces plans d'ajustement structurel ont contribué à affaiblir les économies africaines en tant que telles. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a dit l'État se désengage de tout, ça ne coûte rien. Alors que maintenant, on a vu dans la réalité, les exemples sont légion, c'est que le fait de passer par le marché financier, de passer par le FMI, et comme ça se faisait, les taux d'intérêt étaient pratiquement le double. Et quand il s'agissait maintenant de payer, ne serait-ce que la charge de la dette à un certain moment avec les dévaluations, la charge de la dette était supérieure, si vous voulez, aux dettes qui ont été contractées. Donc, quelle est la logique là-dessus? Il y a une logique économique. Les États africains peuvent se développer comme les autres, que l'État soit un État stratège. Qu'on ne laisse pas, si vous voulez, un capitalisme financier à ciel ouvert en Afrique. Sinon, ce sont nous, les Africains, nous allons crever là-dessus. Merci. Dans l'actualité également, Royal Air Maroc renforce sa flotte. La compagnie vient de réceptionner son 5e Boeing Dreamliner. Il permettra d'ajouter des fréquences sur les lignes long courrier qu'elle dessert déjà, telles que New York, Montréal ou encore Doha. Birama Sonera. Le 2 décembre 2016, un nouveau Boeing 787 Dreamliner a été livré à la compagnie Royal Air Maroc. L'avion immatriculé CN RGU est le 5e appareil de la compagnie. Il permettra à la compagnie marocaine d'étoffer sa flotte long courrier. L'acquisition de ce type d'avion, à la fois particulièrement économe et très performant, facilitera le renforcement du hub Est-Ouest de la Royal Air Maroc. La compagnie a beaucoup renforcé son hub du nord vers le sud. Maintenant, nous continuons à le renforcer tout en développant le hub Est-Ouest, ce qui veut dire nécessairement des longs courriers. Le 5e appareil Boeing 787 de Royal Air Maroc s'est posé à l'aéroport Mohamed V de Casablanca le 3 décembre 2016. Le transporteur marocain dessert près de 90 destinations à travers le monde. Les responsables avaient annoncé en octobre 2015 un résultat net de 160 millions de dirhams pour un chiffre d'affaires de 14 milliards de dirhams. C'est une journée spéciale, très spéciale pour nous parce que non seulement nous avons travaillé ensemble, mais il y a des compagnies qui n'ont pas encore les 787 alors que la Royal Air Maroc en a déjà acquis 5 pour son développement. Le Dreamliner est principalement utilisé sur les destinations au départ de Casablanca vers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Sa capacité est de 274 passagers, dont 18 en classe affaires. L'appareil, dont le prix s'élève à 218 millions de dollars, peut effectuer des trajets de plus de 15 000 km. Amoulireti, Royal Air Maroc, c'est une compagnie qui se porte bien, même très bien. Comment vous expliquez ce succès ? Écoutez, je pense pour ma part que c'est une question d'organisation interne. Il y a aussi en Afrique d'autres compagnies qui se portent bien, comme par exemple Kenya Airways, Ethiopian Airlines. On avait Camer, on ne sait pas comment Camer est tombé. Maintenant il y a aussi d'autres lignes qui ouvrent. Air Zahir existait à l'époque et ça marchait bien. Mais seulement il y a un problème que j'aimerais bien profiter de ce reportage pour pouvoir le souligner. Bon, c'est très bien d'ouvrir sa voie vers les États-Unis. Mais seulement quand les Africains voyagent, ils sont très étonnés de voir que dans ces vols internationaux, il y a beaucoup plus d'étrangers que d'Africains qui voyagent. Tout simplement parce que autant les étrangers entrent facilement en Afrique pour affaires, autant il est très difficile pour les Africains de prendre l'avion sans être sûr de pouvoir être renvoyé dans son pays. Moi, je crois que cette question pose en même temps aussi le problème de l'immigration. Est-ce que l'on va pratiquement enrichir sa flotte juste pour transporter les personnes étrangères, ou est-ce que ça pourrait éventuellement, d'une manière ou d'une autre, profiter à sa population? Bon, si déjà les hommes d'affaires marocains peuvent se déplacer facilement, si déjà les investisseurs marocains peuvent se déplacer facilement, c'est une chose. Mais maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les Marocains ont la possibilité d'aller faire du tourisme aux États-Unis sans difficulté. Voilà aussi un autre problème que je souhaitais tout simplement
porter à la réflexion. Alors justement, Jean-Marie, Royal Air Maroc va mettre en œuvre son nouveau programme en 2017, un nouveau cadre qui prévoit le renforcement de la dimension africaine des activités de la compagnie. Que pensez-vous de cette stratégie? La stratégie de Royal Air Maroc est une stratégie qui est une stratégie satisfaisante et à succès. Vous voyez aujourd'hui, c'est une des rares compagnies en Afrique, c'est-à-dire qui essaye de desservir les principales capitales africaines. Vous avez M. Reti qui nous a parlé tout à l'heure, si vous voulez, des anciennes compagnies, la Cameroun Airlines, on a parlé d'Air Zaïre, on a parlé de ce que la Centrafrique avait, même la Côte d'Ivoire, bon, ils ont une compagnie qui, aujourd'hui, est ouverte, demain, on ne sait pas, bon, 6 mois après. Donc, la stratégie de Royal Air Maroc est une stratégie, c'est-à-dire qui épouse tout simplement les marchés, c'est-à-dire qui sont des marchés porteurs en Afrique subsaharienne. Donc, stratégiquement, de mon point de vue, je ne peux rien reprocher, si vous voulez, aux Marocains. Les Marocains sont là pour essayer de fluidifier les échanges, faire développer leur pays. Donc, les pays, ça passe par quoi? Quand vous avez la desserte de votre économie qui est simple, vous attirez plus des investisseurs. Dès l'instant que vous êtes capable de prendre Royal Air Maroc, vous allez au Maroc, on vous amène au Maroc, vous allez au Cameroun, chez moi, on vous amène au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, on vous amène en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est ce que demandent les hommes d'affaires et pour le développement de l'économie. Et vu la stratégie qui a été mise en place globalement par le Maroc, c'est tout à fait logique. C'est un pays qui est un pays, c'est-à-dire qui se place au milieu. Vous avez l'Afrique subsaharienne et vous avez le Moyen-Orient de l'autre côté. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour, les investissements directs étrangers devraient progresser de 44% au terme de l'année 2016 à Maurice. Pravin Jugnauth, ministre des Finances, a indiqué que les nouvelles estimations situaient ces investissements à 14 milliards de roupies mauriciennes, soit environ 391 millions de dollars. Les principaux secteurs ciblés ont été ceux de l'immobilier, des services financiers et des assurances. Jean-Paul Aureau, que vous inspire cette hausse des investissements directs étrangers à Maurice ? Un peu plus comme d'habitude, un peu plus de crainte encore. Je me dis, comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, nos banques centrales sont en surliquidité. On a beaucoup d'argent dans nos banques. Pourquoi c'est les investissements étrangers? On n'a pas dit que c'est mauvais, mais il serait intéressant que notre argent propre nous-mêmes nous serve à investir dans des secteurs qui sont capables de produire de la richesse et de créer des emplois, permettre aujourd'hui à nos jeunes de travailler. L'investissement privé, il vient d'investir son argent, il prend les recettes, il s'en va avec. Ça ne reste pas. Donc, moi, je pense que c'est vrai, c'est intéressant que de l'argent étranger rentre dans nos tissus économiques, tissus industriels, tout ça. Mais il serait bon que notre argent qui nous appartient nous-mêmes ne soit pas adossé à un trésor d'un autre pays pour éviter que nous n'ayons pas l'autonomie de la gestion de notre argent. Jean-Marie, Maurice a un cadre d'investissement attractif. Maurice a un cadre d'investissement attractif. Je dis toujours sur le plateau ici, la Fanny, quand on parle, les pays africains, chaque pays doit prendre ses avantages naturels, les convertir en avantages compétitifs, internationaux ou commerciaux, comme vous voulez. Donc c'est ce que Maurice fait. C'est une petite île. Maurice, ils savent très bien que, c'est-à-dire la source des recettes que l'État peut avoir, ce sont ces investissements-là. Et ces investissements-là, ça dose sur quoi? Ça dose sur le tourisme en tant que tel. Donc, que fait Maurice? Maurice, ils appellent les investisseurs étrangers. Déjà, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans l'absolu, on pourrait dire, comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, dans l'absolu, on peut toujours trouver, si vous voulez, des points sur lesquels on peut se dire que c'est mauvais. Mais Maurice met en place une stratégie qui est fonction de son économie, des potentialités que l'île Maurice possède. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place un cadre économique, financier favorable au système financier international aujourd'hui, qui leur permet d'attirer le maximum d'investissements et de faire travailler leur population quelque part. Donc, à partir de là, j'estime que ce n'est pas une mauvaise stratégie. Qu'ils aient augmenté les investissements de 44%, c'est une très très bonne chose, en espérant qu'ils vont s'autonomiser par la suite par rapport au point que Jean-Paul a souligné tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, je voudrais dire que c'est vraiment une évolution assez permanente finalement qui a duré plusieurs années pour le cas d'Île Maurice. J'ai de mémoire d'avocat, lorsque je m'occupais encore des affaires d'immigration, j'ai constaté qu'il y avait deux pays qui étaient quand même assez surprenants, la Libye et l'île Maurice. C'est qu'il n'y avait pas de Libyens qui venaient demander l'asile politique, il n'y en avait pas qui cherchaient du travail ici. Et les étudiants libyens, ils étaient pratiquement payés comme un smicard, donc vraiment comme un salaire.
guerre. Donc on n'a jamais vu de l'immigration libyenne sous Kadhafi. Mais aussi, à un certain moment, j'avais énormément de populations mauriciennes qui cherchaient du travail. Ils étaient souvent dans la restauration, le ménage. Et un jour, comme ça, je constate qu'il y a une sorte de carence. Il n'y a plus de Mauriciens sur le marché de l'immigration. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, mes clients n'appellent plus, et qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte que finalement, il y a eu un boom économique en île Maurice, un tel boom qu'ils ont préféré aller chez eux où ils étaient quand même très bien payés, etc. Et cette situation s'est pratiquement pérennisée, et si on en arrive aujourd'hui à ce qu'ils sont en train de dire, ça ne m'étonne pas. C'est quand même un pays qui fait la différence par rapport aux autres en Afrique. Mais je vous dirais là-dessus, Fanny, je serais d'accord. Dernier point, comme je dis souvent, cette croissance-là, il faudrait bien qu'elle profite à la population. Qu'on ne vous annonce pas les grands chiffres de PIB et tout ce qui s'ensuit, alors que vous avez de l'autre côté l'IDH, l'indice de développement humain qui ne progresse pas. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au régime de retraite. Jean-Paul Aureau, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité, ça a été un plaisir. Amouli Retier, merci également. Merci de m'avoir invité. Ce sera encore demain un autre plaisir. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, et ravi d'avoir passé cette soirée-là avec vous sur le plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.